Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette troisième épisode des histoires de patients avec le Céric Brio. Donc aujourd'hui, on va parler à nouveau de traitement, mais plus particulièrement de comment comprendre la biologie de la tumeur et comment utiliser cette biologie tumorale pour de futures améliorations. On va parler beaucoup d'immunothérapie, notamment dans cette session. Donc, les différents intervenants qu'on a aujourd'hui, je vais d'abord introduire rapidement nos deux intervenants qui sont en Zoom. On les présentera au moment où ils interviendront. Madame Françoise Koenig, qui est une patiente qui a été traitée pour un cancer colorectal, et le professeur David Tougeron à Poitiers, qui nous rejoindra tout à l'heure. Sur le plateau, donc nous avons Denis Smith qui est à nouveau là pour cette session. Denis. Bonjour à tous. Moi, je suis Dr Smith, je suis gastro-oncologue au centre médico-chirurgical Magellan à Pessac, au CHU de Bordeaux. Et le docteur Majid Khatib, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Majid Khatib, chercheur à l'INSERM. On travaille en même temps au CHU, à Bergonier et à l'INSERM. On essaie de faire une collaboration autour des nouvelles cibles thérapeutiques. Alors parfait. Donc Françoise, donc vous êtes une patiente qui avait été traitée pour un cancer colorectal. Alors la particularité de votre cancer colorectal, c'est qu'il fait partie d'une sous-catégorie relativement rare qu'on a déjà évoquée dans les épisodes précédents, qui est les cancers colorectaux avec instabilité microsatellite. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment on vous a expliqué ce que c'était que cette instabilité microsatellite qu'on appelle MSI? En fait, on l'a découvert suite à une réopération après m'avoir enlevé le gros intestin pour un cancer. J'ai eu une hernie à ma cicatrice et là, le chirurgien m'a réopéré et il s'est aperçu que j'avais donc des carcinomes péritonéaux et c'était donc doublé d'une instabilité microsatellitaire qui avait été découverte lors de ma première opération par l'oncologue qui l'avait demandé parce qu'elle avait un doute. D'accord, donc ça a été découvert sur ces analyses moléculaires qui sont faites maintenant en routine, mais qui ne l'étaient pas forcément à l'époque. On était au balbutiement de cette biologie moléculaire. Et donc, on vous a orienté à ce moment-là vers un essai clinique. Comment on vous a présenté l'essai clinique? Comment vous avez ressenti le fait qu'on vous propose un essai clinique? C'est-à-dire que c'est l'oncologue de La Rochelle, Anne Bernard, qui a rencontré le docteur Smith lors d'un colloque. Et donc, ils sont amenés à discuter de mon cas, qui correspondait exactement à l'essai clinique que le docteur Smith menait. Donc, il m'a appelé. Donc, elle m'a demandé mon accord. Il m'a appelé, on s'est rencontrés à Bordeaux. Et là, après m'avoir dit que mon cas était très, très grave, eh bien, il m'a expliqué l'essai clinique par lui-même et le protocole aussi. Donc, le protocole était effectivement une personne sur deux. Il y avait un choix, il y avait un tirage au sort et une personne sur deux avait la chimio et l'autre l'immunothérapie. Et moi, la chimio, je savais qu'elle ne faisait pas bon ménage avec mon instabilité microsatellitaire. Mais vous avez été tiré, je crois, dans le randomisé, ce qu'on appelle dans le bras avec chimiothérapie, et vous avez eu la chimiothérapie. Oui, oui. Je l'ai eu pendant 4 mois. La chimiothérapie m'a détruite complètement. J'en étais arrivée à ne plus pouvoir pratiquement bouger. Je marchais, enfin, je montais mes escaliers à 4 pattes. Et là, donc vous avez fini j'étais par arrêter cette vraiment chimiothérapie au bout de quelques mois. démoralisée au possible. Vous avez fini par arrêter cette chimiothérapie au bout de quelques mois. Oui. Et là, il vous a été proposé du coup un nouveau traitement qui est l'immunothérapie. Donc, j'en ai fait... Donc, il vous a été proposé un nouveau traitement qui est l'immunothérapie. Donc, maintenant, on sait que l'immunothérapie est très efficace dans les tumeurs MSI. On ne va pas trop en parler aujourd'hui, mais on sait que c'est le traitement de référence. Mais comment vous avez compris ce que c'était que l'immunothérapie? Comment on vous a expliqué ce que c'était que l'immunothérapie, du coup? Et quel a été, du coup, votre suivi depuis l'immunothérapie? Quel a été votre parcours? Depuis l'immunothérapie, j'ai eu de l'immunothérapie pendant 2 ans. Parce qu'au bout de la première année, les carcinomes étaient toujours présents
Ils n'avaient plus aucune activité, mais ils étaient toujours présents, donc on a attendu qu'ils se nécrosent un peu. Donc au bout de la deuxième année, ils étaient nécrosés. Il m'a déclaré donc en rémission. Je suis donc en rémission depuis 2 ans. Je suis suivie par un scanner tous les 2 mois. Et l'immunothérapie, mais effectivement, il expliquait que ça a renforcé mes propres défenses et que moi, ça m'a réussi. Dès que j'ai eu ma première injection, j'étais déjà beaucoup mieux. Alors, et j'ai très très bien supporté l'immunothérapie, certainement, sûr. D'accord. Et du coup, depuis 2 ans, maintenant, vous n'avez plus de traitement et vous êtes en suivi, hein, c'est bien ça? Mais non, on me suit, j'ai Oui. plus aucun traitement D'accord. depuis Ok. 2 ans. D'accord. Ben, merci beaucoup de ce témoignage qui est très important pour nous, hein. Donc, l'essai auquel vous avez participé, on a maintenant les résultats et on sait que effectivement, l'immunothérapie est le nouveau traitement de référence pour ces tumeurs avec instabilité microsatellite. Donc, c'est une révolution et c'est clairement un changement de pronostic pour ces patients-là. Néanmoins, ces tumeurs, elles représentent un pourcentage assez faible, hein, assez faible de cancer et on essaye maintenant de faire marcher ce nouveau type de traitement qui est l'immunothérapie dans le reste des cancers colorectaux parce que pour l'instant dans le reste des colorectaux qu'on appelle les cancers MSS, les résultats sont très décevants et donc pour ça on a différents programmes de recherche et différents mécanismes de compréhension qui visent à améliorer cette connaissance. Donc, je vais inviter le docteur Khatib à nous présenter ses travaux et à discuter un petit peu de comment essayer d'améliorer les résultats de l'immunothérapie grâce à différentes voies de signalisation. Tout à fait. Si on peut avoir les diapositives. Alors, dans cette présentation, je veux parler d'une nouvelle cible thérapeutique. En fait, ça fait quelques années qu'on travaille dessus. Et on a découvert par hasard que le cibler ces molécules, je vais en parler bientôt, on pouvait augmenter la cytotoxicité des cellules T. Donc, on peut booster le système immunitaire pour combattre les cellules tumorales. Donc, le titre de cette présentation, c'est maturation protéique et réponse immune antitumorale dans le cancer colorectal. Alors, si on commence depuis le début, c'est-à-dire quand on regarde une cellule normale ou une cellule tumorale, ben, il y a 4 fonctions principales qui régulent leur fonction et leur homéostasie. C'est-à-dire pour régler, pour soit rester dans un tissu normal, soit ce tissu-là va être transformé et devenu un cancer. Alors, les 4 fonctions qui sont les mêmes pour les cellules normales et les cellules tumorales, c'est la prolifération, la survie ou l'apoptose, l'adhésion et l'invasion ou la migration. Depuis une trentaine d'années, on pensait qu'effectivement, chaque fonction elle est régulée et contrôlée par des molécules bien déterminées. C'est-à-dire, à l'époque, on savait déjà que, par exemple, les facteurs de croissance, les cytokines et les récepteurs, ils pouvaient contrôler à la fois la prolifération et la survie. On savait que les molécules d'adhésion, maintenant qu'on sait qu'elles sont au nombre de 4, à savoir les sélectines, les cadérines, les immunoglobulines et les intégrines, contrôlaient uniquement l'adhésion des cellules tumorales ou d'autres cellules, même dans des situations physiologiques. Et les protéases, qui sont responsables de la dégradation de la matrice extracellulaire, c'est elles qui vont permettre soit une cellule normale comme les cellules endothéliales à aller former de nouveaux tissus comme l'angiogénèse, ou dans un cas pathologique, vont dégrader cette matrice extracellulaire pour induire l'invasion et former des métastases. Sauf qu'après des études, on s'est rendu compte que cette situation est beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire, on peut trouver des molécules comme les facteurs de croissance qui régulent à la fois la prolifération, mais ils peuvent également réguler l'adhésion et l'invasion. Et également certains protéases qui peuvent avoir une activité de stimuler la prolifération des cellules normales et également les cellules tumorales. Donc, ce qui peut expliquer en partie pourquoi on n'arrive pas à guérir le cancer complètement jusqu'à maintenant. C'est-à-dire quand on regarde les vrais traitements qu'on utilise actuellement, ils vont cibler uniquement 2 fonctions, à savoir la prolifération et la survie, que ce soit la chimiothérapie ou la radiothérapie. Sauf qu'il y a une partie qui est très importante, par exemple dans le cas de la chimio, quand on va envoyer un anticorps, une molécule qui va bloquer un récepteur ou un ligand, la grande majorité de cette protéine reste libre, c'est-à-dire la chaîne peptidique, elle est libre. Et celle-ci, elle a la capacité d'aller interagir avec d'autres protéines plus loin et peut induire une fonction. C'est-à-dire même si on cible le ligand spécifique et le récepteur spécifique, la chaîne qui est libre va interagir avec une protéine. Et dans ce cas-là, on parle de protéine-protéine. Et c'est cette interaction qui est responsable de l'échappement. Alors, il y a une trentaine d'années, donc on pensait effectivement s'il y avait quelque chose qui permet de réguler les 4 fonctions à la fois, on peut évidemment cibler la croissance tumorale et les métastases. Il y a 30 ans, les convertases ont été découverts. Ces enzymes-là, ils ont la capacité de régler
toutes les molécules impliquées dans ces 4 fonctions-là. On n'estime pas toutes, mais on estime à peu près 60% des protéines qui sont synthétisées par la cellule sont activées par ces convertases. Alors, qu'est-ce que c'est que les convertases? Les convertases, ce sont des enzymes. Ils ont la capacité de cliver les protéines précurseurs. Par exemple, la plupart de nos protéines qu'on synthétise, ils sont produits sous forme précurseur. Ils ont besoin d'être coupés, clivés, pour générer soit une protéine, 2 ou 3, ça dépend du nombre de sites qui se trouvent sur le convertase. Et par la suite, leur donner une activité biologique et peut-être la prolifération, l'adhésion ou les 4 fonctions que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, le clivage ne se fait pas n'importe où. Ils suivent vraiment un site bien déterminé. Bon, d'après la formule qui est au-dessus, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple à comprendre. La flèche rouge, ça indique là où le clivage de cette protéine va se faire. Il faut qu'il soit précédé par une arginine et de lysine, elle-même précédée par un nombre d'acides aminés, que ce soit 0, 2 ou 4, 6 acides aminés, elle-même précédée par une histidine et de lysine. À chaque fois que cette enzyme va rencontrer ce site, elle va couper. Donc ce site-là a été déterminé suite à un alignement de tous les substrats qui ont été découverts, et ce qui a permis de générer ce consensus. Alors les convertases, on dénombre actuellement 7. Bon, on l'a cherché longtemps, il n'y a pas d'autres, à part 2 autres convertases, mais elles coupent un peu plus différemment, avec un consensus tout à fait différent, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand même je vais dire le nom, c'est P6K8 et P6K9. Alors, ces convertases-là, ils se trouvent partout dans la cellule. On peut le trouver à la surface de la membrane, notamment 3 convertases qui ont structure transmembranaire. Et ils vont circuler, ils vont se balader de la surface jusqu'à l'intérieur de la cellule, où elles peuvent rencontrer leur substrat pour les activer. D'autres convertases, comme la P65B par exemple, ils se trouvent dans le Golgi, d'autres dans les granules de sécrétion et d'autres dans le TGN. Donc, c'est-à-dire que cette machinerie qui est efficace, que les cellules ont élaborée, elle a la capacité de cliver les cellules à différents endroits. Par exemple, si une protéine qui va échapper, qui n'a pas été coupée, activée au milieu de la cellule, elle a la chance d'être coupée à l'extérieur, même après sécrétion. Mais on imagine bien que ces convertases en grande quantité ils vont participer au caractère malin des cellules tumorales. Alors, parmi les substrats ou les molécules qui sont activées et coupées par ces convertases-là, il y a un large spectre, ça va des facteurs de croissance jusqu'aux glycoprotéines des virus, comme les HIV par exemple. Alors, tout ce qui est en bleu, là, ce sont des molécules que nous avions identifiées au laboratoire et ont montré que ce sont des substrats des convertases et étudié la fonction et le rôle de leur clivage. Récemment, on a ajouté à notre liste d'autres molécules comme apline et labella. Et récemment, on est en train d'essayer de bloquer le clivage de SARS-CoV-2, une glycoprotéine qui est responsable de l'infection. Donc voilà, c'est la furine et qui est responsable de l'infection et de la pathologie Covid-19. Alors les inhibiteurs, bien sûr, devant ces enzymes, devant ces protéines-là, on pense bien qu'ils sont impliqués dans différentes pathologies. Les chercheurs, ils ont cherché de trouver des inhibiteurs pour le bloquer. Surtout que nos cellules ne possèdent pas ces inhibiteurs. Ce n'est pas comme les métalloprotéases, on trouve des inhibiteurs bien spécifiques. On n'en a pas. Donc voilà, il y a quelques années, nous avons découvert que des inhibiteurs naturels existent, mais existent chez la drosophile. Et au cours de l'évolution, ils ont disparu. On ne sait pas pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a pris ces inhibiteurs qui existent à la drosophile, on les a mis dans des cellules tumorales humaines. Ils ont la capacité de bloquer la croissance tumorale, tout le phénotype malin des cellules cancéreuses. Donc la question est ouverte. On ne sait pas pourquoi, au cours de l'évolution, nous avons perdu ces inhibiteurs. Ceci dit, on en a besoin. C'est pour cette raison que nous cherchons à trouver des inhibiteurs capables de bloquer les enzymes. Alors, parmi ces inhibiteurs ou pseudo-inhibiteurs qui sont endogènes mais ne sont pas très efficaces, se trouvent dans les convertases elles-mêmes. C'est-à-dire que la convertase, n'importe laquelle, quand elle est synthétisée, elle est produite de forme inactive, sous forme d'un précurseur. Pour qu'elle soit active, elle a besoin d'être coupée et activée. Mais elle est coupée par une autre convertase, qu'on dit c'est une activation autocatalytique. Donc la partie qui est en terminale, qui est constituée de 100 acides aminés qui est en rouge, il faut qu'elle soit enlevée pour libérer une enzyme qui est active. Alors, nous avons utilisé ce procédé, et d'autres chercheurs également, d'essayer de prendre cette partie-là de peptides de 100 acides aminés et le mettre dans le milieu de culture des cellules tumorales ou l'exprimer pour voir s'il est capable de bloquer la croissance tumorale. Et effectivement, nous avons réussi à réduire la formation de métastases hépatiques, la progression tumorale dans le cancer colorectal, ainsi de suite. Cependant, ces inhibiteurs-là ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire qu'un prosegment de la furine peut bloquer une autre convertase. Donc, il y a un problème de spécificité. Et d'autant plus, leur puissance ne sont pas très puissants. Il y a d'autres inhibiteurs qu'on appelle des inhibiteurs exogènes ou qui ont été artificiellement synthétisés, comme le alpha-1-PDX. Ce dernier, il dérive par exemple de l'alpha-antitrypsine, dans lequel on a inséré artificiellement un site reconnaissable par les convertases. C'est-à-dire on a généré un substrat qui est artificiel. Sauf que les chercheurs ont été surpris de trouver que quand la convertase qui est marquée ici par PC, protéine convertase, quand il va interagir avec cet inhibiteur-là, ils vont créer une relation suicidaire. C'est-à-dire qu'ils vont former un complexe et ce complexe ne peut pas se dissocier.
donc considéré comme un étranger par la cellule, et tout va être dégradé dans le lysosome. Donc dans cette situation-là, on va perdre à la fois l'enzyme et l'inhibiteur. Et évidemment, il y a des chimistes et des pharmaciens sont également intéressés à trouver des inhibiteurs. Et malheureusement, il n'y a aucun qui va en clinique. Et le plus connu, c'est le chlorométhylkétone qui s'appelle CMK, pour plusieurs raisons tout à fait vraiment justifiables, qu'on ne peut pas l'utiliser en clinique. Il n'est pas spécifique. C'est une large molécule, très grande, on ne peut pas l'utiliser en pharmaco. Et à forte concentration, il est toxique. D'où l'intérêt de trouver de nouvelles molécules, que ce soit d'ordre naturel ou faire des repositions moléculaires, et je vais en parler un peu plus tard. Alors, nous avons utilisé l'inhibiteur de convertase qui s'appelle alpha-MPTX, que je vous ai montré tout à l'heure, qui dérive de alpha-antitrypsine, juste pour comprendre le rôle des convertases. Et nous étions les premiers à démontrer que les convertases, quand on les bloque dans le cellules tumorales, affectent la croissance tumorale, comme on donne l'exemple ici, chez des souris qui ont été implantées par des cellules cancéreuses colorectales, à savoir soit murines ou humaines. De la même façon, on a un modèle qui reproduit exactement ce qui se passe chez le patient, c'est-à-dire les patients qui ont cancer colorectal, ils vont développer systématiquement d'autres métastases, mais le principal organe qui est touché, c'est le foie, parce que, vu anatomiquement, il y a la veine porte qui draine les cellules tumorales qui arrivent du côlon vers le foie. Donc, on a découvert que l'inhibiteur de convertase, il est capable de bloquer les métastases hépatiques. Donc, revenons maintenant chez le patient. Donc, le patient, vous avez tout à l'heure entendu l'existence de deux types de cancers, à savoir le MSI et le MSS. Et le MSI, le fait qu'il présente à la surface, c'est-à-dire différents antigènes, il est immunogénique, c'est-à-dire qu'elle peut être ciblée par d'autres molécules, notamment par l'immunothérapie. Et 10% de ces cancers-là, ils répondent mieux au traitement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde de près, c'est qu'on trouve le MSS qui constitue à peu près 80% des patients répondent très peu ou même pas du tout à ces traitements-là. De plus, malgré la réponse qui est favorable chez les MSI, il existe différents effets secondaires de traitement par immunothérapie. Donc, je vous laisse revoir cette revue-là qui récapitule et résume tous les endroits qui sont touchés suite à ces traitements-là. Donc, on se pose la question, peut-on trouver une autre stratégie qui soit complémentaire ou je ne dirais pas qu'il va remplacer l'immuno, parce que l'immuno marche très bien pour d'autres pathologies, notamment pour le cancer colorectal et également les métastases, certains d'entre eux. Mais peut-on utiliser d'autres stratégies pour combiner, pour rendre les tumeurs MSS plus sensibles à l'immuno? Alors, en regardant un petit peu dans les cellules T, quelles sont les molécules qui induisent l'expression des immune checkpoints, comme le PD1 par exemple, on s'est rendu compte qu'une majorité de ces molécules inductrices, ce sont des substrats de convertase. C'est-à-dire le fait de ces substrats de convertase vont activer à la surface des cellules T l'induction de PD1. On s'est posé la question, peut-on réguler l'expression PD1 par des inhibiteurs de convertase? C'est comme ça que l'idée a commencé. Donc on a commencé en premier lieu de regarder dans les cellules T, notamment dans le PBMC et dans le CD8, est-ce que ces convertases-là existent? La réponse est oui. Et nous avons découvert qu'il y a deux convertases, à savoir la furine et PC7, qui sont largement exprimées. Comme vous le constatez ici, par analyse de l'ARN messager, et que nous l'avons également confirmé par la suite en utilisant l'immunofluorescence. On note bien la présence de la furine et PC7 dans les cellules T. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les cellules T provenant des donneurs sains et dans les patients qui ont des tumeurs. Également, nous avons analysé chez des patients souffrant d'un cancer colorectal et on a colocalisé ces convertases-là ainsi que les cellules T au sein de la tumeur. Donc on s'est dit effectivement les convertases pourraient jouer quelque chose dans la réponse immunitaire. Donc pour répondre à cette question-là, on a pris notre inhibiteur alpha-MPTX, je vous ai montré tout à l'heure, capable de bloquer la croissance tumorale et affecter le phénotype malade des cellules tumorales, et nous l'a tout simplement exprimé de façon stable dans les cellules T. Et après activation des cellules T, qui normalement doit induire l'expression PD1, l'expression de cet inhibiteur-là, qui est PDX, bloque complètement PD1. C'est-à-dire qu'on a réussi à bloquer l'expression PD1. C'est-à-dire qu'on va rendre les cellules moins fatiguées pour aller combattre les cellules tumorales. Effectivement, quand on prend des souris dans lesquelles nous avions injecté des cellules tumorales contrôle et des cellules tumorales qui expriment l'inhibiteur de convertase, en analysant ces tumeurs, on se rend compte qu'au sein de la tumeur développée en présence de PDX, il y a plus de cellules T. C'est-à-dire qu'on a augmenté l'infiltration des cellules immunitaires T. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent à l'intérieur de la tumeur, ils ont la capacité de tuer les cellules tumorales. Encore plus intéressant, quand on prend les cellules qui ont été infiltrées à l'intérieur de la tumeur et on analyse l'expression et la quantité de PD1, on s'est rendu compte qu'on a diminué de moitié le nombre de cellules T qui expriment le PD1. C'est-à-dire, en bloquant les convertases dans les cellules T, on va augmenter leur infiltration et également on va diminuer le nombre de cellules T qui expriment à la surface PD1. Alors, tout ça, c'est intéressant. Donc, en conclusion,
Donc on démontre que les convertases, pour la première fois, jouent un rôle très important dans la réponse immunitaire antitumorale en bloquant l'expression de PD1. Nous avons d'autres analyses qui montrent que ces convertases-là jouent un rôle aussi dans les autres immune checkpoints, mais on n'a pas le temps d'en parler ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut combiner ce traitement-là si on arrive à trouver des molécules qu'on peut utiliser en clinique, avec les immune checkpoints actuellement utilisés en clinique. Alors, d'où la question. On est allé chercher l'existence de petites molécules ou carrément des médicaments qui existent, qui sont utilisés dans d'autres pathologies pour les repositionner, pour bloquer les convertases, soit pour diriger ces molécules directement sur le cancer colorectal de façon générale, ou particulièrement cibler les cancers colorectaux MSS. Alors pour ça, on est parti d'une banque de données qui contient des millions de molécules. Ici, je donne un exemple de 500 000 molécules. Et en se basant sur la structure cristallographique de la furine, parce qu'il a un site catalytique enzymatique, on est allé chercher quelles sont les molécules parmi ces données-là qui sont capables de rentrer dans le site catalytique. Et à partir de cette analyse bioinformatique qui a duré quelques mois, nous avons isolé 1000 molécules. Nous avons développé un test au laboratoire permet de screener l'activité contre la furine. Et nous avons testé les 1000 molécules in vitro. Donc, on a identifié quelques molécules qui ont la capacité de bloquer jusqu'à 90% l'activité de la furine. Et nous avons testé effectivement sur le phénotype malin des cellules cancéreuses. Et actuellement, on est en train de les tester sur la croissance tumorale. Je vais en parler tout de suite. Ces molécules-là, parmi, je donne l'exemple de 5 molécules capables de bloquer la prolifération de ces cellules-là, ainsi que la migration. Alors, effectivement, nous avons testé également ces molécules-là. Là, je donne une quinzaine de molécules sur l'expression de PD1, que ce soit les petites molécules qui sont endémiques ou extraites de plantes, ou des médicaments, c'est-à-dire des médicaments qui sont utilisés dans d'autres pathologies, comme par exemple traiter l'infection virale et autres. Et on a trouvé effectivement des molécules capables de bloquer, elles aussi, l'expression de PD1. Alors, récemment, nous avons utilisé deux de ces molécules in vivo. On les injecte sur les souris dans lesquelles nous avons induit la croissance tumorale en injectant le CT26. Et on a observé qu'il augmente la survie de ces souris-là de 50%. C'est-à-dire uniquement 50 un temps T, il y a 50% des souris vont rester vivantes alors que le reste du contrôle sont toutes mortes. En analysant la croissance tumorale, nous avons démontré que ces deux molécules-là sont capables de bloquer la croissance tumorale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a switché tout de suite à un autre modèle qui est le poisson zèbre. Pourquoi le poisson zèbre? Parce qu'un modèle actuellement qui est émergent et très intéressant pour favoriser la médecine personnalisée. Voilà. Pour plusieurs raisons, on travaille sur le poisson zèbre parce que c'est rapide de faire un screening des molécules qui est moins lourd que de la souris, et aussi parce que le poisson zèbre développe des cancers. C'est comme les mammifères. Je vous donne un exemple. Et aussi, il existe des poissons transgéniques qui sont capables d'induire n'importe quel type de cancer, allant du mélanome jusqu'au cancer colorectal, par exemple. Et encore beaucoup plus frappant, c'est quand on fait des analyses pathologiques, à la fois des tumeurs chez l'homme et chez le poisson zèbre, il n'y a pratiquement aucune différence. Un anapathe ne peut pas distinguer ce qui vient de l'homme, ce qui vient du poisson zèbre. Donc, même il y a des études maintenant qui démontrent de façon impressionnante, c'est que la pathologie du poisson zèbre est beaucoup plus proche de l'homme que de la souris à l'homme. Donc, d'où l'intérêt qu'on penche pour utiliser ces modèles-là. Et pour cela, on a développé une plateforme qui s'appelle Xenofish et sur laquelle on peut faire des analyses de nouvelles molécules ou les molécules combinées avec d'autres. Alors, on n'est pas les seuls à faire ça. Ça existe dans le monde. Il y a beaucoup d'études, notamment sur différents types de cancers. Ils utilisent le poisson zèbre pour screener une nouvelle drogue, parce que, point de vue statistique, c'est très important et le reste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, il faut mettre la molécule d'intérêt là où va nager les poissons, et on va induire la croissance tumorale en marquant préalablement les cellules tumorales. Et vous pouvez le constater ici, au contrôle, 30 heures après, on a la taille de la tumeur qui a grossi. Et ça, c'est très efficace. On met l'agent dans le milieu, et comme vous pouvez le constater ici, par exemple, la molécule Elabella, que nous avons démontré récemment, impliquée et joue un rôle de suppresseur du tumeur, elle réduit la croissance tumorale. Alors qu'il nous a fallu plus que 30 jours pour répondre à cette question-là quand on a utilisé les souris. Donc, c'est un moyen très rapide pour faire des screenings. Et encore plus, on peut étudier l'invasion in vivo. C'est un modèle qu'on ne peut pas voir à la souris ni in vitro. C'est-à-dire qu'on peut injecter les cellules tumorales marquées et ça nous permet de voir si ces cellules-là vont passer dans le tissu avoisinant. Vous pouvez le constater ici, les cellules qui se détachent, ils vont aller ailleurs. Et également, on peut tester l'efficacité de certaines drogues sur ce processus-là, comme par exemple ici le Sutent, qui va empêcher carrément ce processus. Donc là, on est en train de créer un nouveau modèle qui consiste à aller chez le patient, prendre ses cellules tumorales, prendre ses cellules immunitaires, notamment le PBMC, et faire une co-culture pour les réintroduire par la suite dans un embryon de poisson. Et par la suite, on peut faire tous les tests qu'on veut. Voilà, donc c'est un exemple d'organoïde qu'on a développé au laboratoire. Et on a réussi quand même à faire mélanger les cellules immunitaires et les cellules tumorales qu'on a injectées au poisson. Et là, on est en train de tester nos molécules.
Et je vous remercie. Merci Magid, merci d'avoir fini à peu près dans les temps. On te posera quelques questions après. On va passer maintenant à l'intervention suivante avec le professeur David Tougeron, qui est gastro-entérologue et oncologue digestif à Poitiers et qui est un spécialiste, également de l'immuno-oncologie, qui s'est intéressé particulièrement aux tumeurs MSI jusqu'ici et qui s'intéresse beaucoup désormais aux tumeurs MSS justement pour rendre ces tumeurs qu'on appelle les tumeurs froides, non sensibles à l'immunothérapie, en tumeurs chaudes. Donc David, je te laisse te présenter et faire ton intervention. Merci. Bonjour à tous, je suis donc David Tougeron, je suis gastro-entérologue oncologue au CHU de Poitiers. Et effectivement, je m'intéresse énormément à l'immunothérapie. Et donc, merci de m'avoir convié pour cette présentation où effectivement, c'est un sujet assez délicat puisque au jour d'aujourd'hui, l'immunothérapie est très efficace dans les tumeurs avec instabilité microsatellitaire, mais moins dans les autres tumeurs. Donc voilà l'intitulé du topo. L'objectif est effectivement de voir si on peut optimiser les stratégies, comme le suggérait Magid précédemment, et si on peut sélectionner les patients qui vont pouvoir avoir une sensibilité particulière à l'immunothérapie. Donc très brièvement, hein, dans la carcinogénèse colorectale, il y a deux voies majeures, l'instabilité chromosomique et l'instabilité microsatellitaire. Donc l'instabilité microsatellitaire en situation métastatique représente uniquement 5% des patients, ce qui veut dire que 95% des patients ont une tumeur sans instabilité microsatellitaire, qu'on appellera donc MSS. Et donc depuis très longtemps et dans plein de tumeurs, il a été démontré que la sensibilité à l'immunothérapie était conditionnée par la charge mutationnelle. Et donc on voit sur cette diapositive que dans les cancers colorectaux, finalement, ils ont une charge mutationnelle qui n'est pas si mauvaise que ça. Et surtout, c'est assez hétérogène puisqu'il y a certains patients, certaines tumeurs qui ont une charge mutationnelle très élevée. Et comme on le voit ici, les quelques tumeurs qui ont une charge mutationnelle très élevée, bah, c'est les tumeurs justement avec instabilité microsatellitaire qui sont tout en haut, alors que les tumeurs sans instabilité microsatellitaire en bas ont une charge mutationnelle très faible et des très mauvais taux de réponse à l'immunothérapie, ou en tout cas lorsqu'on l'utilise toute seule. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a comme résultat, hein? On en a très peu au jour d'aujourd'hui dans les tumeurs sans instabilité microsatellitaire. Tout d'abord, cette première étude, la Keynote 028, qui avait testé donc le pembrolizumab, donc qui est un anti-PD1, dans les tumeurs colorectales sans instabilité microsatellitaire, avec, pardon, excusez-moi, c'était des tumeurs tout venant, mais qui avaient une surexpression de PDL1, puisque dans plein de tumeurs, notamment dans les mélanomes, dans les cancers du poumon, on a montré que les tumeurs avec une surexpression de PDL1 avaient plus de chances de répondre à l'immunothérapie. Donc, c'était des patients multitraités pour un cancer du côlon. Et donc, il y avait donc une surexpression de PDL1, hein, seulement une vingtaine de patients inclus, avec des résultats tout à fait décevants, puisque un seul patient avait une réponse à l'immunothérapie, et quand justement son dossier a été revu, cette tumeur avec une instabilité microsatellitaire. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'instabilité microsatellitaire dans la tumeur, la probabilité que l'immunothérapie fonctionne en monothérapie est proche de zéro, hélas. Alors, plus récemment, il y a eu une publication dans Nature beaucoup plus intéressante qui est l'essai Niche, qui a combiné donc deux immunothérapies, un anti-PD1, le nivolumab, et un anti-CTLA4, l'ipilimumab, en néoadjuvant, c'est-à-dire chez les patients qui ont une tumeur du côlon opérable, de tester cette combinaison avant la chirurgie. Alors, dans cette étude, ils ont volontairement inclus des tumeurs avec instabilité microsatellitaire et des tumeurs sans instabilité. Alors, comme on voit, les résultats sont tout à fait impressionnants hein, chez les patients avec une tumeur instable, puisque plus de 90% avaient une réponse histologique majeure. Mais par contre, de manière un petit peu inattendue, on voit qu'avec cette combinaison ipilimumab-nivolumab, il y a quand même des tumeurs sans instabilité microsatellitaire qui ont une réponse à la combinaison.
Alors, on n'a pas tellement d'explications au jour d'aujourd'hui. On pense que probablement, plus on met ces molécules tôt, dans la stratégie thérapeutique, plus on a de chances, d'être efficace. Donc c'est un premier élément, pour sélectionner les patients. Évidemment, ces résultats, sur une vingtaine de malades nécessitent d'être confirmés, dans, des études de plus grande ampleur. Alors justement, donc comment sélectionner, les patients qui ont une tumeur colorectale sans instabilité microsatellitaire, pour, obtenir une efficacité, de, l'immunothérapie? Alors tout d'abord, il y a quelque chose, on va passer très rapidement puisque c'est assez rare, c'est, les mutations de la polymérase epsilon, qui, compte tenu, de l'anomalie, génétique au niveau de la polymérase, fait que ce sont des tumeurs hypermutées et qui sont très sensibles à l'immunothérapie. Néanmoins, ça représente hélas que, moins d'1 % des cancers colorectaux et le plus souvent d'ailleurs, ils sont à des stades non métastatiques. Néanmoins, il faut le rechercher de manière systématique en pratique courante, puisque ça permet à ces patients d'avoir accès à l'immunothérapie. Et dans cette situation, c'est extrêmement efficace. Donc après, on a eu quelques études, toujours donc dans les cancers colorectaux sans instabilité microsatellitaire. Là, ici, chez des patients multitraités, donc avec à nouveau une combinaison d'immunothérapie, donc un anti-PDL1 et un anti-CTLA4, le durvalumab et le tremelumab, où on voit que chez des patients chimio-résistants, après plusieurs lignes de chimiothérapie, lorsqu'on regarde donc la charge mutationnelle, donc chez les patients qui avaient, un TMB, donc une charge mutationnelle supérieure à 28 mutations par mégabase, il y avait, quand même, un bénéfice de cette combinaison par rapport aux soins de support puisque la survie, bien qu'elle reste mauvaise, hein, mais, passe, de 3 mois à 5,5 mois. Donc peut-être, que, la double immunothérapie pourrait être intéressante dans ces tumeurs, notamment si on est capable de les sélectionner via des biomarqueurs, donc comme ici, la charge mutationnelle. Voilà. Et donc l'autre possibilité, au-delà de la sélection des patients, c'est d'essayer de combiner, des traitements, pour rendre, sensibles donc, ces tumeurs, à l'immunothérapie. Donc il y a eu, différentes stratégies et donc le but, comme ça a été dit précédemment, c'est d'essayer de rendre donc des tumeurs froides, en tumeurs chaudes, donc c'est-à-dire sensibles à l'immunothérapie, donc avec un infiltrat, inflammatoire, une présentation d'antigènes tumoraux, et cetera, par, différents, mécanismes. Donc une des premières choses, qui a été testée, c'est la combinaison avec les anti-angiogéniques, puisqu'on sait que les anti-angiogéniques, peuvent avoir un effet, bénéfique sur la réponse immune, notamment en bloquant les lymphocytes T régulateurs. Donc ici, dans cet essai, hein, pareil de petite ampleur, avec une quarantaine de patients, donc il y a eu une combinaison, anti-angiogénique immunothérapie avec l'atezolizumab, qui est un anti-PDL1 et on voit que quand même, les résultats sont pas si mauvais que ça, puisqu'on a 40 des patients, qui ont une réponse au traitement. Hélas, il n'y a pas eu, d'études, qui ont testé, cette combinaison de plus grande ampleur. Donc on en est resté là. Ensuite, donc il y a une combinaison avec les anti-MEK, puisque, la voie MEK peut être impliquée, dans, l'échappement à la réponse immunitaire antitumorale, notamment, via des défauts de présentation des antigènes et donc là, pour le coup, cet essai, est vraiment un essai, de grande ampleur, hein, qui inclut, 360, patients avec, 3 bras de traitement. Donc c'était toujours pareil, hein, des cancers colorectaux, traités et donc, le bras de référence dans cette situation était le regorafenib et donc ils ont testé l'immunothérapie toute seule, donc l'atezolizumab versus une combinaison immunothérapie anti-MEK, donc avec le cobimetinib. Et hélas, les résultats sont extrêmement, décevants, puisque comme vous pouvez le voir, les 3 courbes sont, complètement, superposées, donc clairement il n'y a pas, de supériorité, par rapport au traitement standard de cette combinaison, immunothérapie anti-MEK. Après, il y a eu une autre étude qui a été rapportée par un collègue français, cette année, à l'ASCO, donc c'est l'étude Méditrémé, qui a testé, cette fois donc la même combinaison, que précédemment durvalumab, tremelumab avec, la chimiothérapie, donc dans des tumeurs sans instabilité microsatellitaire et KRAS muté. Parce que potentiellement ces patients, seraient un peu plus sensibles à l'immunothérapie et on voit, que, c'est effectivement le cas.
puisque il y a quand même 5 patients hein, en réponse complète, donc ce qui est vraiment inattendu comme résultat, et 60% des patients qui sont répondeurs. Et notamment, on voit que les patients qui sont en réponse complète ou très bons répondeurs ont l'air d'être plutôt des patients naïfs de chimiothérapie ou en tout cas qui n'avaient pas été multitraités. Donc évidemment, c'est pareil, c'est des résultats préliminaires sur 16 patients qui nécessitent d'être confirmés, mais ça donne des pistes sur peut-être les combinaisons intéressantes et le positionnement de l'immunothérapie dans les tumeurs sans instabilité microsatellitaire. Il y a 2 autres études qui ont été rapportées récemment de combinaisons donc de tyrosine kinase multicible et d'immunothérapie. Donc ici, du regorafenib plus du nivolumab chez des patients avec un cancer colorectal multitraité, où là aussi, on voit des patients avec des réponses partielles, donc ce qui est tout à fait intéressant. L'autre étude, Régomune, qui est d'ailleurs une étude française rapportée par nos collègues de l'Institut Bergonié, qui l'a testé l'avelumab et le regorafenib en combinaison donc chez ces patients, et un peu plus décevante. Néanmoins, il y a quand même quelques patients chez lesquels on a permis une stabilité de la maladie, hein, tout en sachant qu'à nouveau, c'est des patients résistants à la chimiothérapie conventionnelle pour lesquels on n'a plus vraiment d'options thérapeutiques. Donc, c'est des pistes à creuser. Néanmoins, on peut quand même s'interroger hein, si vraiment toutes ces stratégies arrivent vraiment à convertir une tumeur froide en une tumeur chaude. On a l'impression qu'on y arrive, mais qu'on n'est pas encore à des stratégies assez efficaces pour pouvoir les appliquer au jour d'aujourd'hui en pratique clinique courante. Alors, quelles sont les perspectives? Il y a plusieurs perspectives. Tout d'abord, dans les cancers colorectaux, maintenant, il y a une classification moléculaire qui est bien définie en 4 classes. Les CMS1, par exemple, c'est les tumeurs avec un fort infiltrat immunitaire. Les CMS4 sont, par exemple, des tumeurs considérées de mauvais pronostic, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est que dans chacune de ces classes moléculaires, on a identifié les freins et les mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire. Et donc, en fonction de ces sous-groupes, on pourrait imaginer des combinaisons thérapeutiques pour rendre les tumeurs sensibles à l'immunothérapie. Donc, voilà quelques pistes, hein. On pourrait imaginer agir sur ces voies hein, qui sont marquées ici. On sait que la voie Wnt a un rôle dans l'inactivation des cellules dendritiques, que le TGF-bêta a des fonctions immunosuppressives, que la voie des MAP kinases agit sur des défauts de présentation des antigènes, etc. Et donc, il y a quelques essais qui sont en train de débuter, hein. Donc, par exemple, dans les CMS1, hein, donc, qui sont des tumeurs avec un fort infiltrat inflammatoire, la plupart des tumeurs ont une instabilité microsatellitaire, mais certaines n'en ont pas. Et donc, dans les CMS1 sans instabilité microsatellitaire, probablement, ça serait intéressant de tester l'immunothérapie. Il y a un essai actuellement en cours qui teste ça avec de la télézumab, bevacizumab. Dans les CMS2, on pourrait imaginer des combinaisons de molécules, notamment qui bloqueraient donc la voie Wnt en combinaison donc avec de l'immunothérapie. Voilà. Donc ça ouvre des pistes. Alors les autres pistes, c'est d'autres combinaisons ou d'autres facteurs qui permettraient de sélectionner les patients. Donc tout d'abord, les immunoscores. Au jour d'aujourd'hui, on a un immunoscore hein, qui est validé et qui est très intéressant, mais qui aujourd'hui ne permet que de prédire le pronostic du patient. Donc s'il y a un fort infiltrat inflammatoire dans la tumeur en situation adjuvante, on sait que le pronostic du patient va être très bon par rapport aux patients qui ont un désert immunitaire, c'est-à-dire aucune cellule immunitaire dans leur tumeur. Néanmoins, on pourrait imaginer que cet immunoscore pourrait permettre en situation métastatique de prédire la réponse à l'immunothérapie. Et donc, il y a actuellement un essai en cours en France qui s'appelle l'essai POCHI que je coordonne, où dans les tumeurs sans instabilité microsatellitaire, on fait cet immunoscore et on se rend compte qu'à peu près 14% des patients, ce qui est quand même pas négligeable sur une pathologie fréquente, ont un fort infiltrat immunitaire et donc pourraient être sensibles à l'immunothérapie.
Donc, on teste une combinaison chimiothérapie anti-angiogénique plus immunothérapie, donc la combinaison Xelox, bevacizumab, pembrolizumab, pour voir si dans ces tumeurs fortement infiltrées, mais sans instabilité microsatellitaire, cette combinaison pourrait être efficace en première ligne de traitement des cancers colorectaux métastatiques. L'autre point, c'est l'effet abscopal. Donc l'effet abscopal, en fait, c'est une action à distance du système immunitaire qui aurait été activé à un endroit. Donc c'est souvent déclenché par la radiothérapie et ça a été montré notamment dans les mélanomes, hein, où lorsqu'on irradie une partie de la tumeur, ça peut restaurer une efficacité de l'immunothérapie qui, de fait, les lymphocytes, eux, vont agir partout dans l'organisme du patient où il y a de la tumeur et des métastases. Et donc, on a mis en place en France un essai que je coordonne de combinaison de radioembolisation à l'yttrium 90. Donc, en fait, c'est des petites billes radioactives qu'on injecte dans l'artère hépatique et qui vont détruire des métastases hépatiques par la radiothérapie. Donc, traitement qu'on utilise lorsque il y a une maladie hépatique prédominante et qu'on n'a plus tellement d'options thérapeutiques à proposer aux patients et qui permet de délivrer des fortes doses de radiothérapie dans les métastases hépatiques. Et donc, l'objectif de cet essai, qui s'appelle CIRTSI et qui vient de débuter en France, c'est justement d'utiliser donc cette radiothérapie, cette radioembolisation en combinaison avec de l'immunothérapie et de la chimiothérapie, toujours pareil, pour essayer de rendre la tumeur sensible à l'immunothérapie en induisant des morts cellulaires immunogéniques qui pourraient permettre de mieux agir au niveau de la destruction des cellules tumorales dans le foie, mais aussi, puisque les cellules immunitaires peuvent ensuite migrer, et ben, stimuler la destruction d'autres métastases au niveau pulmonaire, par exemple. Donc cet essai est en cours. Il y a d'autres perspectives dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'effectivement, on est limité dans le temps. Quelque chose d'avenir, ça serait de déterminer probablement la charge antigénique, hein. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas le faire en routine. On est capable de déterminer la charge mutationnelle, mais est-ce que les mutations ont un potentiel immunogénique? On ne sait pas encore au jour d'aujourd'hui. Néanmoins, maintenant, on a des logiciels de prédiction qui pourront peut-être nous aider dans l'avenir. On a des nouveaux inhibiteurs d'immune checkpoint. On a des nouvelles stratégies, hein, avec des nouveaux anticorps, comme par exemple le CEA-TCB, qui est un anticorps qui va aller reconnaître l'antigène carcino-embryonnaire sur les cellules tumorales et permettre, grâce donc au CD3, d'attirer des lymphocytes T. Il y a bien évidemment aussi les CAR T-cells qui aujourd'hui sont très utilisés en hématologie, mais probablement vont aussi arriver dans les tumeurs solides. Mais évidemment, pour utiliser des CAR T-cells en tumeurs solides, il faut réussir à identifier les néo-antigènes tumoraux qui pourraient être immunogènes et donc permettre d'utiliser de telles stratégies de modification génétique des lymphocytes des patients pour les rendre sensibles donc à ces traitements. Sur cette diapositive, vous voyez hein, tous les traitements qui sont en train de se développer, et encore il y en a bien plus, c'est schématique. Ce qui serait aussi probablement intéressant, c'est de les combiner entre eux hein, pour être le plus efficace possible et réussir au mieux à réactiver le système immunitaire. Bien sûr, il faut mettre cela en balance avec la toxicité et le risque de maladies auto-immunes qui pourraient être induites. Donc en conclusion, clairement, les inhibiteurs d'immune checkpoint, l'immunothérapie classique en monothérapie n'est pas du tout efficace dans les tumeurs colorectales sans instabilité microsatellitaire. En combinaison, au jour d'aujourd'hui, il y a quelques résultats intéressants, mais ça reste quand même une efficacité modeste, hein, alors lorsqu'on combine à d'autres thérapies ciblées ou à la chimiothérapie. Vraiment, l'important, c'est d'identifier des biomarqueurs. Peut-être la charge antigénique nous aidera de mieux positionner ces traitements, probablement les utiliser plus précocement, parce que plus le patient avance dans sa maladie, probablement plus son système immunitaire va être difficile à réactiver, puisqu'il a reçu de multiples lignes de chimiothérapie, et puis aussi probablement plus la tumeur a développé des mécanismes d'échappement au système immunitaire. Les combinaisons avec des nouvelles molécules et toutes les nouvelles immunothérapies qui arrivent actuellement dans les essais de phase précoce. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup David pour cette présentation complète. Et donc le premier message que je voulais donner, c'est qu'il faut vraiment, pour progresser dans ces différentes voies, on voit que c'est des niches à chaque fois, l'infiltrate lymphocytaire, etc. Et ces différents essais, il faut inclure parce que c'est difficile d'inclure, c'est difficile de les mener, mais c'est par ces essais intéressants des petites populations qu'on va réussir à progresser comme on l'a fait pour les MSI. Donc on est ouvert dans nos différents centres, donc il faut vraiment adresser les patients autant que possible pour les essais thérapeutiques. C'est comme ça qu'on va progresser. Une petite question sur les biomarqueurs. Il y a un biomarqueur que tu as cité qui est le TMB. Le TMB, il est déjà utilisé aux États-Unis où ils ont autorisé l'immunothérapie pour toute tumeur avec un TMB supérieur à 10. Là, tu nous as parlé d'un TMB supérieur à 28 qui pourrait être prédictif. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ça pourrait être un bon biomarqueur pour le cancer colorectal ou est-ce que tu penses que ce n'est pas quelque chose à utiliser et qu'il ne faut pas se précipiter dessus comme la FDA l'a fait? Simon, moi je pense qu'il ne faut pas se précipiter, effectivement, comme les États-Unis qui ont tendance à donner des autorisations un peu trop vite, puisque on voit que clairement le seuil à 10 n'a pas l'air optimal dans le cancer colorectal, hein, contrairement à d'autres tumeurs. C'est vrai que là, en situation de chimiorésistance, le cut-off qu'il avait trouvé, c'était 28, avec néanmoins des résultats qui sont quand même pas très formidables. On passe de 3 à 5 mois de survie. Donc bon, effectivement, ça fait gagner 2 mois, mais c'est quand même assez décevant. Donc je pense que le TMB seul n'est pas suffisant puisque on peut avoir une charge mutationnelle très élevée, mais si on a un désert immunitaire au niveau de la tumeur, eh ben, on n'arrivera à rien réactiver. Donc je pense qu'il faut aller, hélas, probablement vers des choses plus compliquées, voire même ou inversement, aller vers des choses plus simples. Moi, je pense que, par exemple, c'est plus intéressant d'aller regarder les immunoscores ou certaines sous-populations lymphocytaires dans la tumeur, comme les lymphocytes cytotoxiques ou l'expression des immune checkpoints, qu'on fait également hein, en routine pour mieux sélectionner les patients. Je ne pense pas que seul le TMB va nous aider dans les cancers colorectaux MSS. Peut-être dans d'autres tumeurs, mais pas dans celle-là. Ok, merci. Une question pour Magid, à moins que tu aies une question brûlante. Oui, une question pour Magid. Ouais. Donc, tu nous as parlé des inhibiteurs de convertase et on a vu que les convertases, ça agit sur plein de voies. Tu nous as présenté les résultats sur l'immuno, mais ça agit aussi sur l'angiogénèse, etc. Est-ce que les modèles que tu utilises sont capables d'appréhender justement la globalité des effets sur les autres voies, sur la néo-angiogénèse et sur les autres voies, mTOR, etc., sur lesquelles les convertases peuvent avoir un effet? Tout à fait. En fait, les convertases, le fait qu'ils vont activer différents substrats, et ces substrats, ils ont différentes fonctions, par exemple les facteurs de croissance, notamment les VEGF, tout ça, ils sont impliqués dans l'angiogénèse. Donc, quand on va bloquer l'activité de ces molécules, on va automatiquement bloquer d'autres fonctions, comme l'angiogénèse. Et également, ils agissent, comme vous l'avez vu sur l'immunothérapie, tout le système immunitaire, on va affecter l'activité des cellules T. Également, ils agissent même sur le métabolisme. C'est-à-dire, par exemple, les récepteurs à l'IGF-1, ils ont une activité très importante quand ils sont activés dans le métabolisme cellulaire. Et alors que le récepteur IGF-1, c'est un substrat du convertase. Quand on va bloquer le convertase, ce récepteur n'est plus clivé, donc on va affecter le métabolisme. En fait, j'avais une diapo qui était là, mais parce que le temps, je ne l'ai pas représenté. Ça représente exactement qui est le papier de Hanahan et Weinberg, et on a mis le convertase à côté qui règle les différentes fonctions. Donc carrément, on peut superposer les origines du cancer, le fait si activé ou pas ces molécules-là. Il y a les facteurs de croissance, les intégrines, on fait tout. Le problème, c'est que ça varie d'une cellule tumorale à l'autre. C'est-à-dire, quand on va bloquer le convertase dans les cellules cancéreuses du sein, ils ne vont pas avoir le même effet quand on va bloquer le cancer du côlon. Ça dépend quels sont les substrats qui existent d'une cellule cancéreuse à l'autre. Et ça, ce qu'on est en train de chercher et de comprendre. Oui, donc c'est vraiment ça la difficulté dans les convertases, c'est d'appréhender les différents effets dans leur globalité et des choses qui peuvent être contradictoires parfois sur les effets antitumoraux ou protumoraux. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, donc on va devoir clore ce dernier épisode des histoires de patients. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi Denis d'avoir co-modéré ces 3 épisodes et merci aux différents intervenants qu'on a pu avoir ce soir. Merci. Merci.